Il est 8h20, Focus Première, la grève à la SNCF, deuxième jour. Comment dénouer la situation, Adeline? On en parle ce matin dans Focus Première avec Aurore Berger, députée des Yvelines, porte-parole du groupe La République En Marche à l'Assemblée nationale. Bonjour Aurore Berger. Bonjour. Et merci d'être avec nous dans Focus Première. Face à vous, Bernard Vivier, directeur de l'Institut supérieur du travail. Vous êtes spécialiste des relations sociales. D'abord, quel est l'état d'esprit du gouvernement ce matin? Il faut peut-être réentendre d'abord les mots d'Édouard Philippe hier après-midi à l'Assemblée nationale. Je respecte les grévistes. Ils ont le droit de grève. Et aucun d'entre nous ici n'accepterait que ce droit de grève ne soit mis en cause. Mais reconnaissez avec moi, monsieur le député, que si les grévistes doivent être respectés, les millions de Français qui veulent aller à leur travail, parce qu'ils n'ont pas le choix, parce qu'ils veulent aller travailler, doivent également être respectés. Aurore Berger, le gouvernement joue-t-il la carte de l'opinion contre les grévistes? Je pense surtout qu'on a une obligation qui est de réussir la réforme. Non mais on ne joue pas l'opinion contre les grévistes. Voilà. C'est d'ailleurs ce que dit Édouard Philippe. Il dit on doit respecter celles et ceux qui souhaitent exercer leur droit de grève, qui est en effet légitime et légal, et puis celles et ceux qui, eux, ont besoin tout simplement d'emprunter un train pour pouvoir circuler librement dans notre pays. Mais il faut surtout rappeler pourquoi on mène cette réforme et pourquoi il faut absolument qu'elle aille jusqu'au bout. Vous n'arrêtez pas de le rappeler. La ministre, hier, des Transports chez Jean-Jacques Bourdin, dit en substance que la concertation est là, que le dialogue est là, et qu'en même temps, le gouvernement sera ferme sur le fond. Donc vous le faites, mais ça ne bouge pas. Il y a un cap qui est fixé, qui est de dire que de toute façon, l'ouverture à la concurrence aura lieu et que des réformes de structure de la SNCF doivent pouvoir être posées. Parce que si on ouvre à la concurrence, mais qu'on ne réforme pas la SNCF, là, en effet, c'est la SNCF qui sera mise d'autant plus en péril. Donc il faut lui donner les moyens, dans la concurrence, de réussir. Bernard Vivier, que pensez-vous de la stratégie d'un côté des syndicats et de la stratégie du gouvernement? La stratégie du gouvernement, Aurore Berger vient de confirmer exactement l'impression que nous avons du discours d'Édouard Philippe. Oui, le gouvernement aujourd'hui joue l'opinion publique. Le gouvernement n'a pas réussi son opération du premier coup et aujourd'hui essaye de surfer sur une opinion publique qui est très partagée. C'est 50-50, oui. Et les organisations syndicales ont été mises sur le banc de touche. Forcément, lorsque des organisations syndicales plutôt portées à la discussion, à la concertation, à la réforme sont mises sur le banc de touche, émergent naturellement celles d'entre elles qui sont dans l'affrontement, la lutte, l'opposition. En clair, à la SNCF, l'UNSA et la CFDT n'ont pas été suffisamment considérées et de ce fait, CGT et Sud occupent le devant de la scène. Y a-t-il un problème de considération? La ministre a reçu de manière extrêmement régulière l'ensemble des syndicats. Je crois que depuis le 1er mars, il y a eu plus d'une vingtaine de réunions avec les organisations syndicales. Ils ont été reçus aussi d'ailleurs par des parlementaires. Jean-Baptiste Djebbari, qui est le rapporteur du texte à l'Assemblée nationale. Donc ils sont considérés. Après, tout dépend ce qui est négociable et ce qui ne l'est pas. Alors justement, je vais parler comme un syndicaliste. Y a-t-il du grain à moudre? On l'a toujours dit, sur la question de l'ouverture à la concurrence, la question c'est la date de l'entrée en vigueur de l'ouverture à la concurrence. Sur la question du statut des cheminots, on sait qu'il y a des éléments à réformer et après on peut discuter du contenu de cette réforme. Sur la question de la dette, on sait aussi que si la SNCF se transforme, alors on peut envisager qu'il y ait une reprise partielle de la dette. Et tout ça, tout ça nécessite qu'on ait un cap clair. Voilà, cap clair certes, mais dans ces conditions, on voit bien que voilà, la parole du gouvernement est ferme, linéaire. Comment les deux parties peuvent-elles s'en sortir la tête haute, Bernard Vivier? Parce qu'à un moment, c'est toujours comme ça dans une négociation, il y a une épreuve de force, des manifestations, des usagers qui payent les pots cassés, et au bout d'un moment, il y a un élément qui se débloque. De quel côté ça peut se débloquer? Écoutez, la question est très très difficile parce qu'aujourd'hui, le blocage de part et d'autre est réel. Les organisations syndicales CGT Sud mènent une action jusqu'au boutiste qui visiblement n'a pas l'assentiment de l'opinion publique. Donc c'est vrai que ce paramètre opinion publique est un élément à jouer. Il n'y a pas une unité syndicale au sein de la CNCF. En revanche, le gouvernement donne toujours le sentiment qu'il a un projet déjà et qu'il ne fait que justifier ce projet. Donc ce qui est important, c'est que dans les échanges qui ont lieu, le gouvernement accepte, par exemple, d'abandonner les ordonnances. On l'a entendu parler de cela pour aller vers des mesures plus législatives, des amendements. Ça se fait. Bien, cette réforme, au fond, elle est, et Aurore Berger a raison de le dire, elle est nécessaire. Parce que si on ne fait rien, le gouvernement, il a un argument massu. Ne faisons rien, très bien, on laisse tomber. Dans 3 ans, les trains italiens, belges, allemands rouleront sur le chemin de fer français et la SNCF s'écroulera. C'est le scénario un peu caricatural et catastrophe, mais il y a un intérêt convergent, gouvernement et syndicats, à discuter ensemble. Mais que ce ne soit pas une simple concertation, une addition de rencontres, soit vraiment quelque chose sur le fond.
il y a l'opinion et puis il y a aussi les grévistes. Est-ce que franchement ils peuvent tenir, comme ils le disent, 3 mois ? C'est pas impossible. C'est pas impossible, oui, dites-vous. En ils effet. de l'argent quand même. Oui. Enfin, c'est pas rien de faire grève parce que oui. Certes il y a des perturbations, certes c'est pénible pour les voyageurs, mais pour les gens qui font grève, ça coûte cher. Oui, oui, mais ceux qui font grève, ça leur coûte cher parce qu'ils perdent du salaire. Ceux qui ne peuvent pas prendre le train, ça coûte cher. Le coût pour l'économie française est considérable, bien évidemment. Et n'oublions pas également l'image de la France dans les pays étrangers et l'attractivité de la France qui en prend un coup. D'un mot, Aurore Berger, Emmanuel Macron, on lui reproche aujourd'hui son silence. Est-ce qu'il a l'intention de parler ? Je pense que le président de la République a rappelé, d'ailleurs, il y avait quelques images, même en tout cas, de la détermination du président de la République que vous aviez montré. Ne vous inquiétez pas, a-t-il dit. Et sur le fait de ne pas lâcher sur la réforme. Je pense qu'il a fixé un cap et c'est après au gouvernement et à la majorité d'arriver à le mettre en œuvre. Bernard, vous faisiez allusion aux entreprises qui vont effectivement pas accepter longtemps que leurs salariés restent à la maison ou arrivent en retard. L'idéal, ce serait de pouvoir dormir au bureau. Tout le monde ne peut pas le faire, sauf les salariés des hôtels. Et c'est le cas à l'hôtel Bradford dans le 8e arrondissement où vous vous trouvez, Acheté Chevalier. Effectivement, tous les employés qui ont rencontré des difficultés avec les transports avaient la possibilité de passer la nuit dans cet hôtel, dans la chambre de n'importe quel touriste. Ici, par exemple, nous sommes dans la chambre du chef de réception. Il a passé 2 nuits ici, il habite dans l'Essonne, il prend son poste à 8h du matin. Impossible pour lui d'être à l'heure. Il a fait le choix de dormir là. Alors, dans cette chaîne d'hôtels, il y a 16 établissements et depuis 2 jours, une trentaine d'employés ont dormi directement sur leur lieu de travail. Du coup, il manque personne ce matin ? Écoutez, il manque à peu près 5-6 personnes, c'est-à-dire à peu près quelques pourcentages de l'effectif, mais on espère que tout va s'arranger. L'offre que vous leur proposez de pouvoir rester dormir ici, c'est possible parce qu'il y a des chambres de libre. Justement, est-ce qu'il y a beaucoup d'annulations à cause de la grève ? Il y a incontestablement des annulations. On estime à peu près à 7-8% les annulations que l'on voit, plus toutes les réservations qui n'arrivent pas. Donc il est probable que ça a un impact de 10% sur l'activité hôtelière parisienne, ce qui est énorme. Mais comment vous êtes sûr que ces annulations sont liées à la grève ? Tout simplement parce que nos clients nous le disent, on a peur de ne pas pouvoir repartir, de ne pas arriver ou de ne pas pouvoir repartir. Donc ils manifestent leur inquiétude et c'est pour ça qu'ils annulent, on le sait. Cette grève, elle pourrait durer 3 mois. Ça va commencer à devenir compliqué pour vous, non ? Ce serait catastrophique pour le tourisme français qui représente 7% du produit national, 2 millions de salariés et 50 milliards de recettes pour l'État français. Ce serait dramatique car ça donnerait une image tellement négative de notre pays alors qu'on est en train de redresser la pente d'une façon magnifique. Paris ayant été désignée la première ville de rêve de voyage par TripAdvisor il y a quelques jours. Il faut rester optimiste donc. Ces annulations ont un effet domino également pour les cafetiers, les restaurateurs qui ne bénéficient pas de ces touristes. Merci beaucoup, Acheté Chevalier. Vous ne dormez pas au bureau, Aurore, à l'Assemblée nationale. Ça peut arriver parfois. Parce que quand je finis une séance à 1h du matin et que je suis dans le fond des Yvelines, c'est pas évident de pouvoir rentrer. Merci d'être venu nous voir ce matin, ce plateau de première édition. Merci beaucoup, Bernard Vivier. L'Écho.